Bien, bonjour à tous. Merci pour cette invitation, pour cette double invitation. Et je vais essayer donc de rentrer dans le diaporama de ma consoeur pour vous parler des auto-anticorps des myopathies inflammatoires idiopathiques, actualité et intérêt. Alors, quelques éléments de définition. Ces myopathies inflammatoires, ce sont des maladies auto-immunes du muscle. Elles sont bien sûr spécifiques du muscle, mais il y a beaucoup d'autres organes qui peuvent être atteints, la peau, le poumon, le cœur, les articulations, bien sûr. Et d'emblée, je voudrais dire que les pneumologues, depuis quelques années, rentrent dans le monde de l'auto-immunité à travers des atteintes très, très spécifiques qu'ils ne savaient pas bien étiqueter jusqu'à présent et qui sont les pneumopathies interstitielles diffuses. D'un point de vue épidémiologique, ce sont des maladies rares qui atteignent plutôt l'adulte, mais qui peuvent atteindre les enfants. Et ces maladies ont été classées, déclassées. Il y a énormément de réflexions qui ont été menées au cours du temps, et tout ça montre bien les difficultés que les cliniciens et les biologistes avaient à comprendre ces myopathies auto-immunes, inflammatoires, idiopathiques. Dans l'historique, il y a quelques auto-anticorps qui étaient connus depuis les années 80, le JO1 dont on a parlé tout à l'heure, MI2, mais vous voyez que jusque maintenant, pratiquement tous les ans, on a des auto-anticorps nouveaux qui sont apparus et bien sûr qui font l'objet de nouvelles applications technologiques pour le diagnostic. Et on est aujourd'hui à une trentaine d'anticorps associés ou spécifiques des myopathies inflammatoires. Les méthodes de détection, vous avez bien sûr la méthode de référence qui est le Western blot avec tout son cortège de misère quand on est au laboratoire, et vous savez que ces Western blots ne sont pas utilisables en pratique courante dans nos laboratoires de routine. Mais ils font avancer, ils sont à l'origine des progrès scientifiques. La technique de dépistage, elle a été évoquée précédemment avec l'immunofluorescence indirecte. Et là, on va chercher surtout une fluorescence cytoplasmique, mais pas que. Et pour les anticorps des myocytes, eh bien, cet test d'immunofluorescence indirecte, il manque de sensibilité. Alors, on ira vers des tests spécifiques, on va rechercher spécifiquement la cible antigénique. Là, ce sera plus sensible, mais la spécificité reste néanmoins limitée. Les tests qui sont proposés, je les ai évoqués tout à l'heure, donc vous reconnaissez ces bandelettes de nitrocellulose sur lesquelles les industriels, jour après jour, rajoutent des cibles antigéniques en fonction des évolutions technologiques, et on va rechercher ces auto-anticorps. La lecture, elle se fait à l'œil nu. Et j'ai repris la photo de ma consoeur, elle se fait à l'œil nu. Vous avez ici 7 bandelettes, vous en avez une ici, un patient qui est positif, il a un anti-JO1. Cette lecture, elle se fait à l'œil, vous pouvez rendre un résultat en croix, ou vous pouvez utiliser un système de scanner qui va mesurer l'intensité de la coloration comparativement à un témoin, et vous rendrez des résultats pseudo-quantitatifs, mais qui seront quand même utiles pour la clinique. J'ai envie de dire que pour les myopathies inflammatoires, au jour d'aujourd'hui, la quantification des anticorps n'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est de les retrouver, de les chercher. Alors, pourquoi les rechercher ? Eh bien, d'abord parce qu'ils permettent, maintenant qu'on peut classer ces maladies, d'éviter dans certaines circonstances la biopsie, et ils sont très utiles. Mais là, comme je le disais précédemment, 30-50% des malades peuvent ne pas avoir d'anticorps décelables pour les raisons précédemment évoquées.
La classification, ces anticorps vont permettre de classer les malades et je voudrais dire que les biologistes ont une chance inouïe avec ces anticorps des myosites parce que, je vais en parler très vite, il est possible maintenant d'utiliser une classification basée sur la présence de ces anticorps. Ces anticorps ont une valeur pronostique. Ils sont utiles pour le pronostic également parce que certains d'entre eux ont un surrisque, quand ils sont présents, un surrisque de cancer et certains d'entre eux sont associés à des pneumopathies interstitielles diffuses et c'est pourquoi je disais que les pneumologues venaient maintenant dans le domaine de l'auto-immunité. Ce n'est pas tout, ils ont aussi une valeur prédictive de prédiction, ce sont des marqueurs prédictifs parce que certains auto-anticorps ne sont pas sensibles aux corticoïdes et aux immunosuppresseurs classiques. Alors, quelques éléments de classification et de clinique. Il y avait jusqu'à présent 3 grands types de myosites inflammatoires, les polymyosites, dermatomyosites et myosites à inclusion. Depuis 2018, elles sont 4. Dermatomyosite, inclusion, myopathie nécrosante et le syndrome des antisynthétases. Alors, quelques mots de clinique concernant ces pathologies. Les dermatomyosites, ce sont des myosites qui interviennent à tout âge et elles peuvent survenir chez les enfants. On parle de dermatomyosite juvénile. Il y a un risque de cancer associé qui n'est pas négligeable après 40 ans ou après 60 ans et des lésions cutanées assez caractéristiques et les anticorps que l'on devra retrouver ou que l'on recherchera, vous les avez ici, NXP2, SAE, TIF1 gamma, MI2. Sur le plan clinique, il y a des manifestations qui sont quasi pathognomoniques de ces maladies, de ces dermatomyosites. C'est ce que l'on appelle ici les papules de Gautron en regard des articulations et qui épargnent les phalanges. Ces papules de Gautron sont très caractéristiques et parfois vous avez cet érythème de couleur lilas qui n'est pas du tout un fard à paupières mais un érythème couleur lilas qui est lui aussi très caractéristique de ces pathologies. Les myosites à inclusion, là, pour une fois, ce sont plutôt les hommes après 60 ans. Pour une maladie auto-immune, c'est rare, très handicapantes. Ce sont des maladies qui vont vers des processus neurodégénératifs très graves et elles résistent au traitement immunosuppresseur classique. Donc, pas de corticoïdes, épargner le malade avec les corticoïdes et utiliser autre chose de mieux adapté à cette situation clinique. Il y a un anticorps qui est sorti très récemment, qui n'est pas sur la majorité des bandelettes, c'est l'anti-5' nucléotidase, anti-CN1A, et malheureusement, 50% des myosites à inclusion sont séronégatives, n'ont pas cet anticorps décelable. On va attendre de trouver éventuellement d'autres cibles. Les myopathies nécrosantes, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est SRP ou HMG-CoA réductase. Là, le muscle se nécrose et évidemment, la faiblesse musculaire est très importante. Et enfin, le syndrome des antisynthétases, où là, il y a bien sûr le muscle qui est atteint, mais les articulations, et encore une fois le poumon avec ces pneumopathies interstitielles diffuses, et une atteinte assez caractéristique que l'on appelle les mains de mécaniciens. Vous voyez ici ces gerçures et ces crevasses qui sont assez caractéristiques du syndrome des antisynthétases. Il y a de nombreux auto-anticorps, il y a de nombreuses synthétases, puisque ce sont des anticorps dirigés contre les enzymes qui vont amener l'acide aminé sur l'ARNT. Et le plus connu, c'est l'anti-JO1, l'anti-JO1, environ 20% des cas, mais on en a démembré 7 autres, on en connaît 8 au jour d'aujourd'hui. Ils sont beaucoup moins fréquents, PL7, PL12, EJ, OJ, KS, ZO et HA. PL7, c'est pour précipitine line
7, vous voyez que les appellations sont vraiment très très particulières, mais voilà, c'était évoqué dans la diaporama précédente, enfin dans la présentation des antinucléaires. Alors, je vous invite, pour essayer de trier ces myopathies inflammatoires auto-immunes, de vous reporter à un protocole national de diagnostic et de soins qui date de 2016. On le trouve sur le site de la HAS, Haute Autorité de Santé. Et dans ce protocole, il y a la segmentation des auto-anticorps des myosites en 2 catégories. Ceux qui sont spécifiques des myosites et qui ne sont pas observés au cours d'une autre maladie. Et il y a ceux qui sont associés aux myosites et que l'on peut trouver au cours d'autres pathologies. Alors, sauf exception, un patient n'aura qu'un seul anticorps spécifique de myosite. Et en pratique, les recommandations faites par les experts, c'est rechercher les anticorps antinucléaires, savoir qu'ils peuvent être à localisation nucléaire ou cytoplasmique, qu'il faut que le biologiste ait une expertise, mais avoir une expertise, ça ne suffit pas si on n'a pas les renseignements cliniques. Et il faut aussi s'intéresser aux anticorps associés aux myosites, comme le Ro52, les anti-KU par exemple, parce qu'ils vont participer au diagnostic différentiel avec d'autres maladies systémiques. Toujours le PNDS, ils ont pris conscience, mais dans cette réflexion, mais il y avait des biologistes et j'y ai participé. Donc, on a beaucoup insisté sur le fait que nous n'avions pas de technique standardisée et qu'il y avait de nombreuses méthodes et que parfois le biologiste avait besoin d'une technique seconde, d'une deuxième technique pour confirmer ou infirmer un premier résultat. Et évidemment, au niveau de la nomenclature, au niveau des finances du laboratoire, ce n'est pas quelque chose de très économique et de très facile à faire. Mais là, c'est quelque chose qui permet de justifier cette façon de faire. Et également, il a été précisé que ces anticorps, la recherche spécifique de ces anticorps, anti-HMG-CoA par exemple, pouvait être faite même en l'absence de la négativité des anticorps antinucléaires. Donc, en résumé, au jour d'aujourd'hui, 2022, on a une classification qui se fait plutôt en fonction des auto-anticorps. Donc, il faut saisir cette opportunité au laboratoire pour participer à cette aventure. Et vous avez ici les anticorps des syndromes de chevauchement avec les antisynthétases. Vous avez ici les dermatomyosites évoqués précédemment, les myosites, myopathies nécrosantes, SRP, HMG, mais 20% d'entre elles sont séronégatives, les dermatomyosites, 50% restent séronégatives, et puis vous avez les myosites à inclusion avec son petit auto-anticorps ici. Je voudrais dire que ici, vous avez englobé les maladies ou les pathologies au cours desquelles on trouve un infiltrat diffus au niveau pulmonaire. Les antisynthétases, MDA5, parfois SRP. Donc vraiment, le poumon est maintenant dans l'auto-immunité. Et ici, si je peux revenir et rétrécir, voilà, le cancer, eh bien, il y a de mauvais anticorps, NXP2, Tif1 gamma, voilà, on trouve ces auto-anticorps. Si on est chez un adulte de plus de 40 ans, il n'est pas indécent de rechercher concomitamment la possibilité d'un cancer associé. Alors, ma collègue de Tunisie avait proposé aussi d'évoquer la multipositivité de ces anticorps spécifiques de myosite, parce que c'est certainement dans ce domaine-là où on est le plus embarrassé. On sait qu'un anticorps spécifique de myosite, on n'en a qu'un seul. Ils sont exclusifs l'un de l'autre, mais il y a des tests qui, de temps en temps, nous donnent une double ou une multiple positivité. Alors, ça reste des choses extrêmement rares et il y a
différents papiers. Voilà, ici, il y avait 4 patients sur 3500 pratiquement qui avaient été étudiés. Mais quand ça tombe dans votre laboratoire, vous êtes très embarrassé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il n'y a pas énormément de solutions, mais plus on utilise ces tests et plus on est nombreux à les mettre en œuvre, eh bien, plus ces observations deviennent fréquentes et on ne sait pas très bien quelle est la signification clinique de ces doubles positivités lorsqu'elles sont vraiment confirmées. Elle nous propose également un article qui est intéressant, qui est une étude monocentrique réalisée par ces auteurs, mais ils ont fait également une revue de la littérature et bien sûr, cette étude montre que ces multipositivités restent relativement rares, voire très rares, et nous invite à retenir comme positifs des taux modérément ou très élevés, et de rester très prudent pour les réponses à la limite du seuil de positivité. Quelle est la conduite à tenir devant une multipositivité? Donc, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, mais là, on est dans le contexte des myosites inflammatoires. Ce n'est pas très différent. Il faut comparer les résultats de l'immunodote à la fluorescence. Est-ce que c'est compatible ou pas? Est-ce qu'on a une réponse qui n'a rien à voir avec l'aspect de la fluorescence? Auquel cas, il faut changer de test spécifique et essayer de voir si on a de meilleurs résultats. Il faut prendre en compte le taux, c'est-à-dire ce que je disais précédemment, plutôt des taux modérément élevés à fortement positifs pour les prendre en compte. Il faut bien sûr aller à la rencontre du clinicien pour débattre de ce point, parce que vous ne pouvez pas rendre un résultat tout cru sans en avoir discuté avec le médecin qui prend en charge le patient et qui sera aussi embarrassé que vous pour lui expliquer ce qu'il ne comprend pas lui-même. Ensuite, elle nous a proposé le contrôle du DOT sur un autre prélèvement. J'ai envie de dire oui, mais très souvent, dans notre expérience à tous, c'est reculer pour mieux sauter, parce que le malade revient, il a toujours le même profil ou les mêmes interférences, mais de temps en temps, on gagne quand il y a un contexte infectieux, par exemple. Et puis, dernier point, c'est la confirmation des anticorps spécifiques de myosite par une autre technique. C'est ce que disait le PNDS. Et voilà. Et donc, en écrivant ces choses-là, on aide aussi les instances et les autorités de régulation à nous accompagner dans une meilleure prise en charge au laboratoire des patients. Et au nom de ma collègue, je voudrais vous remercier de votre attention. J'imagine que c'est une photo de son beau pays, la Tunisie. Je vous remercie.